Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Écrivain, journaliste, commissaire d'exposition d'art contemporain, Salvatore Lombardo est un intellectuel méditerranéen rebelle et engagé. La Tunisie, le Liban et l'Afghanistan furent le théâtre de son engagement pour défendre la liberté dès le début des années 90. Sa rencontre avec le commandant Massoud, au début des années 2000, donnera lieu à un échange épistolaire intense entre les deux hommes unis par un même idéal et un amour partagé de la poésie. 20 ans après la publication de ses lettres à Massoud, Salvatore Lombardo vient de publier « De Massoud à Massoud », un ouvrage dans lequel il revient sur l'histoire récente très mouvementée de l'Afghanistan. Dans cet entretien, le journaliste revient sur le lien qui l'unit au peuple afghan, à la résistance aujourd'hui conduite par le fils du commandant Massoud, et sur les conséquences du départ des forces américaines. Salvatore Lombardo, votre parcours professionnel est à la fois riche et varié. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la cause afghane ? Quand j'étais directeur de la communication et de la culture pour le syndicat intercommunal de l'étang de Berre, je dirigeais une radio, la radio qui s'appelait Chéri FM, c'était la radio de l'étang de Berre. Et donc j'ai eu comme stagiaire une des filles du général Aoun qui rêvait de faire de la radio. Voilà, pour te dire un petit peu, elle venait à la radio tous les matins avec les 2 gardes du corps armés parce qu'on menaçait d'abattre son père et de l'abattre elle. Voilà. Ensuite, je suis parti à l'Afghanistan. J'étais correspondant toujours de la République. Ils m'ont envoyé en Afghanistan. Et j'ai rencontré le commandant Massoud, mais comme un autre journaliste, sans plus. Et puis en 2000, j'ai sorti un bouquin qui a formidablement marché, qui s'appelait Un printemps tunisien, prémonitoire, tu vois. Et mon éditeur, pour me faire plaisir, m'a dit, bon, si tu veux, je te sortirai ton putain de livre sur le commandant Massoud, mais c'était un has-been, personne n'en parle, etc. C'était Lettre à Massoud. Et l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris, il passe à l'aéroport, il voit ce bouquin, il en achète 2, 3, et il les emmène avec lui dans le Panchir, et il rencontre Massoud, il dit, voilà, regarde ce qui vient de sortir, ce type, etc. Et Massoud a dit, je veux absolument le voir. Donc un matin, on m'appelle, c'est mon éditeur qui m'appelle, il me dit, Massoud veut te voir. Moi, je croyais que c'était une plaisanterie, tu vois. Pas du tout. Donc j'ai appelé l'ambassadeur, et une semaine plus tard, j'étais dans le Panchir avec Massoud. Voilà commençait la véritable amitié. Et à cette époque-là, mon ami Rudy Ricciotti, l'architecte Ricciotti du MUSEM, préparait un gros travail pour la Biennale de Venise, et il avait décidé d'inviter, son travail à lui, c'était d'inviter un intellectuel engagé. Il m'a invité moi comme intellectuel engagé, et moi j'ai dit, écoute, moi, toi tu m'as invité moi, et moi je vais inviter 2 personnages, le général Aoun et le commandant Massoud. Tu sais, c'est dans notre esprit rebelle, paramilitaire, voilà, guévariste, post-guévariste. Et donc, j'ai invité le général Aoun et le commandant Massoud. Le général Aoun m'a fait une vidéo que sa fille a tournée, et il m'a envoyé la vidéo que j'ai passée dans le cadre de mon travail pour la Biennale de Venise. Et le commandant Massoud m'a dit, tu viens me voir, on fait un truc ensemble. Et là, c'était pendant la bataille de Taloqan. On a été séparés à ce moment-là, et j'ai tourné un film qui s'appelait Yesterday Taloqan, qui est passé sur Arte, qui est passé sur diverses chaînes. Et le commandant Massoud m'a dit, écoute, je vais t'envoyer une lettre que tu liras à la Biennale de Venise, parce que je peux pas me déplacer évidemment. Et donc j'ai lu cette lettre à la Biennale de Venise. C'est un texte qu'il m'avait écrit. C'était 1 an avant sa mort, en septembre 2000. J'ai lu ça à la Biennale. Les gens étaient debout à la Biennale de Venise pour applaudir, non pas moi, mais le commandant Massoud. Et voilà, on est devenus des amis indéfectibles, mais c'était la dernière année de sa vie. Quand il est venu en France, j'ai participé à sa venue en France au Parlement européen, et je me suis battu, parce que personne ne voulait le recevoir, ni Chirac ni Jospin, je me suis battu pour que mes 2 amis personnels, à savoir Chevènement et Jacques Barrot, le reçoivent à titre privé. Donc ils l'ont reçu à Paris à titre privé, Chevènement et Barrot, mais personne du gouvernement, ni Chirac ni Jospin, ont accepté de le recevoir, alors qu'ils avaient reçu des ministres talibans. Voilà, mais heureusement, Nicole Fontaine a sauvé l'honneur de la politique française en le recevant à Paris. Voilà, globalement, c'est ça. J'ai continué. Et puis, il y a 4 ou 5, il faut que tu saches que je suis le raté de la famille Lombarde, moi. Parce que la famille Lombarde, c'est une famille autour du cyclisme. Mon père était constructeur de vélos de course pour les plus grands champions
dans les années 50, 60, 70. Et il rêvait que je prenne sa suite. Mais moi, je voulais faire des études d'histoire de l'art, donc je suis le raté de la famille. J'ai pas fait j'ai pas fait de vélo, tu vois. Mais plein d'années plus tard, il y a de ça une quinzaine d'années, mon fils aîné s'est mis à faire du vélo. Il marchait très fort. Il a eu un gros papier dans l'équipe à l'époque quand il était un tout jeune coureur. On l'avait appelé le Mozart du cyclisme parce qu'il gagnait tout. Et puis il a pris une autre voie. Il s'est rendu compte dès sa première année de professionnel que si tu te chargeais pas, c'était pas la peine, quoi. Donc il marchait très fort pendant 100 kilomètres. Au bout de 100 kilomètres, il avait plus rien, et donc il a arrêté. Et plutôt que de devenir un coureur cycliste moyen, il est devenu un très bon journaliste, et il a travaillé pour un peu pour l'équipe. Il a travaillé ensuite pour une revue qui s'appelait L'Acheteur Cycliste. Et finalement, j'ai eu l'occasion de racheter moi le magazine numéro 1 du cyclisme de haut niveau, c'est-à-dire le magazine Top Vélo. Et c'est lui qui est devenu le rédacteur en chef de Top Vélo. Voilà. Et moi, je me suis fait plaisir parce que ça a toujours été un bonheur pour moi de faire du vélo, mais pas comme coureur, tu vois, comme c'est mon hobby, quoi. Comme d'autres font du golf ou du tennis, moi je faisais du vélo. Et ça faisait beaucoup rire Massoud, d'ailleurs, en Afghanistan. Il m'avait prêté un vélo, parce que là-bas, ils ont que des vélos de ville chinois. Et il m'a dit, si tu arrives à monter ce col à vélo, je t'offre un repas pentagruélique. Tu parles. Je suis jamais arrivé à monter le col à 4000 mètres d'altitude avec un vélo de ville chinois, mais voilà. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez découvert l'Afghanistan? Moi, j'ai été immédiatement, dès mon premier séjour, j'ai été fasciné par ce pays. Les paysages, absolument incroyables, d'une beauté à te couper le souffle. Voilà. Et le dire, ce n'est rien. Il faut vraiment rencontrer ce pays dans ces paysages désertiques, de hauts plateaux, des ciels absolument hallucinants de clarté, une clarté qu'on ne connaît pas en Occident, où on est tellement pollué par les lumières des villes, les lumières des villages, les lumières des routes, les lumières des phares des automobiles. Là-bas, il n'y a rien de tout ça. Et puis, j'étais fasciné par les gens aussi. Ces gens qui lisent des poésies. Chez nous, plus personne lit de poésie. Et là-bas, le dernier paysan, le dernier montagnard, te montre sa bibliothèque où il a de vieux livres de poésie. Je trouve ça absolument exceptionnel. Je tombais sous le charme de ce pays. Et ensuite, j'ai rencontré le commandant Massoud. Et rencontrer le commandant Massoud, c'est pas rencontrer un militaire, un paramilitaire ou un banal moudjahid. C'est rencontrer un personnage extrêmement complexe qui va te parler aussi bien de la poésie de Jean Moréas, que tous les Français ont oublié, alors que c'est un poète sublime, de l'architecture de Vespasien de Gonzague, ou alors de la géopolitique américaine et de la Pax Americana qui s'étend sur l'ensemble du monde arabo-musulman. Voilà, ce personnage complexe, fascinant et charismatique. Je suis tombé sous le double charme d'un pays ultime et d'un homme, d'un créateur, d'un rêveur ultime. Voilà ce qui explique ma volonté de retourner le plus tôt possible en Afghanistan. C'est ce que j'ai fait. Au départ, j'y étais pour le journal dont j'étais le correspondant, à savoir La République. Et ensuite, j'y suis retourné pour mon propre compte. J'ai payé moi-même mes voyages, j'ai pris moi-même tous les risques. Évidemment, on n'allait pas à cette époque-là en Afghanistan facilement, pas plus qu'aujourd'hui, tu me diras. Mais à l'époque, il fallait passer par le Tadjikistan, attendre à Douchambé que Massoud envoie un hélicoptère et partir de manière plus ou moins aléatoire, plus ou moins périlleuse avec cet hélicoptère euh, très ancien, très mauvais état, qui avait été emprunté entre guillemets aux Russes, et ensuite arriver finalement dans le Panjshir où Massoud m'attendait ou ne m'attendait pas. Parce que des fois, j'arrivais dans le Panjshir, il était reparti pour une autre province, il fallait que j'attende 10, 15 jours pour le voir revenir, et pour qu'il m'invite à repartir avec lui, cette fois-ci en 4x4, ou cette fois-ci à pied. Enfin, voilà. J'ai été fasciné par le personnage du commandant Massoud, et j'ai été fasciné par son pays. Je trouve que voyager en Afghanistan, c'est quelque part un antidote à nos sociétés matérialistes à l'extrême.
Comment définiriez-vous votre relation avec le commandant Massoud? Est-ce qu'on n'est jamais ami avec un homme comme le commandant Massoud? Je m'étais déjà posé la question avec le général Aoun au Liban. J'étais très très proche de lui. Je suis toujours proche du général Aoun, qui est devenu président de la République libanaise. Mais est-ce que je peux pour autant me prétendre ami? Je ne sais pas. Ses proches disent que je suis l'un des amis les plus proches du général Aoun, et ses proches, à commencer par son fils, disent que j'étais un des amis les plus proches de son père. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on n'est jamais ami avec des personnages pareils qui dépassent le commun des mortels, non pas par leur stature, mais plutôt par leur personnalité, par leur dimension éthique, par leur dimension presque métaphysique. Donc je ne sais pas, je me qualifierais plutôt de proche. J'étais quelqu'un de proche du commandant Massoud, quelqu'un qu'il appréciait et quelqu'un avec qui il pouvait parler d'autre chose que de guerre. La plupart de mes confrères venaient parler des combats en cours, des problèmes d'armement, des problèmes de l'aviation pakistanaise qui venait soutenir les talibans. Avec moi, ils parlaient d'autre chose. On parlait de poésie, on parlait d'architecture, on parlait de photographie, on parlait de vidéo, on parlait de son écriture. Il écrivait beaucoup. Voilà. Donc, on avait un type de relation qui était finalement assez différent que celui qu'il pouvait avoir soit avec ses commandants sur le terrain du point de vue militaire, soit avec ses conseillers politiques, soit avec les journalistes internationaux qui n'arrêtaient pas de lui demander des audiences. Voilà, notre relation était une relation basée sur des passions communes pour l'esthétique, pour la littérature, pour la poésie, pour les arts d'une manière générale. Comment avez-vous réagi à l'assassinat du commandant Massoud et quel effet ce dramatique événement a-t-il eu sur votre travail et vos relations avec son entourage? Ouais, tout a changé. C'est un monde qui s'est écroulé. C'est un monde qui s'est écroulé. Je crois que plus rien n'a été comme avant. Plus rien n'a été comme avant réellement. J'ai pleuré, j'ai presque hurlé de rage. Je me rappelle être parti lorsque j'ai appris sa mort. J'étais dans ma maison entre Lozère et Haute-Loire, perdu dans les montagnes du centre de la France. Je suis sorti de chez moi et j'ai marché, marché, marché. Et je me disais, mais c'est pas possible, non, il peut pas être mort. Et puis, j'ai appelé des amis, on m'a appelé et on a dit de continuer et de porter son message le plus loin possible. Donc, je suis toujours demeuré très proche, notamment de son plus fidèle commandant, qui était à la fois son bras droit militaire et son Bonaparte jeune, comme il l'appelait. C'était le commandant Mohamed Daoud. C'est Daoud d'ailleurs qui a libéré Kaboul, qui a libéré Mazar, qui a libéré Taloqan, qui a libéré Kunduz, qui a libéré Herat. Ce ne sont pas les forces américaines sur le terrain. N'oublions pas que un mois et demi après l'assassinat du commandant Massoud, les Américains et les Occidentaux décident d'intervenir militairement en Afghanistan. Et avant d'envoyer des troupes au sol, ils ont envoyé leur aviation. Les Français aussi d'ailleurs, puisque l'aviation française avait pour base le porte-avions Charles de Gaulle, qui était dans l'océan Indien, face au Pakistan, étrangement. Et les avions survolaient le Pakistan pour aller aider les Moudjahidines de Massoud commandés par Daoud pour reprendre les grandes cités afghanes. Donc sur le terrain, c'est un peu la revanche de Massoud. Sur le terrain, les talibans ont été défaits militairement par les Moudjahidines de Massoud commandés par son bras droit, le commandant Daoud. Ça c'est vraiment très important. Donc la résistance est devenue quelque chose de tangible pour les Occidentaux. Ensuite, on réécrit toujours l'histoire et les Américains se targuent d'avoir libéré l'Afghanistan. C'est faux. Ils n'ont rien libéré du tout. Au contraire, ils ont amené les premiers problèmes qui ont mené à la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque Massoud est assassiné, il y a un gouvernement légal en Afghanistan qui est le gouvernement du président Rabbani, euh, qui est le seul reconnu par les Nations Unies. Donc l'émirat islamique du Mollah Omar et du Shir Oussama Ben Laden
n'est reconnu que par le Pakistan, par les Émirats et par l'Arabie Saoudite. C'est important de le souligner. Mais l'ensemble des nations ne reconnaissent que le gouvernement du président Rabbani et qui était allié évidemment avec le ministre de la Défense et de la Culture, qui était le commandant Massoud. Les Américains, une fois le pays débarrassé des talibans, décident que le gouvernement légal de l'Afghanistan ne leur convient pas. Et donc, ils décident de démettre unilatéralement le gouvernement légal de l'Afghanistan du président Rabbani, qui était le président de Massoud, pour installer au pouvoir un homme à eux, un agent afghano-américain qui devient président. C'est le fameux président Hamid Karzai, voilà, qui est élu par personne d'autre que par les sénateurs américains. Voilà, il faut quand même le dire. Donc ça dure quelques mois. Au bout de quelques mois, les Américains décident qu'il faut quand même donner un semblant de vision démocratique à cette non-élection et ils organisent une élection. Mais les Afghans ne sont pas dupes. Il y a moins de 4% de participation à cette élection. Voilà, c'est dire la légitimité du pouvoir mis en place par les Américains. Et c'est de cette illégitimité du pouvoir mis en place systématiquement par les Américains, d'abord avec Hamid Karzai, ensuite avec Ashraf Ghani, qui a conduit l'Afghanistan finalement à devenir le réceptacle de toutes les haines vis-à-vis des Occidentaux, premièrement, notamment des Américains, et deuxièmement, qui a favorisé le retour des talibans. Voilà, globalement, j'ai dressé un peu le tableau. Et moi, personnellement, j'ai continué évidemment à avoir les liens les plus étroits possibles avec les amis de Massoud, avec sa famille et notamment avec son frère aîné, Yahya Massoud, qui est le chef de la famille Massoud, avec son fils, avec ses neveux. Et donc, j'ai été en permanence en contact direct avec l'Afghanistan. Je suis d'ailleurs retourné à plusieurs reprises en Afghanistan, presque chaque année pour commémorer l'anniversaire de la mort du commandant Massoud. J'ai prononcé des dizaines de discours là-bas devant les Moudjahidines et j'ai rencontré d'année en année les fidèles de Massoud que j'avais beaucoup de plaisir à retrouver et qui apparemment avaient eux aussi beaucoup de plaisir à pouvoir discuter avec un ami de leur chef. Avec le retour des talibans au pouvoir, doit-on comprendre que l'Afghanistan est condamné à la violence et au chaos ? Paradoxalement, les Américains et les Occidentaux ont tellement mal compris l'Afghanistan qu'ils ont fait du problème afghan un problème très complexe. Ce n'est pas un problème complexe en réalité. Ce qui est complexe, c'est la position des Occidentaux qui a amené les Afghans à refuser le pouvoir qu'on leur imposait et ensuite à accepter sans réaction le retour progressif des talibans. Parce qu'il ne faut pas croire que les talibans, les 250 000 miliciens talibans qui sont dans le pays à l'heure actuelle, sont arrivés en 48 heures, le 15 août, à 9 heures du matin. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça fait des années que les talibans se sont infiltrés à nouveau partout en Afghanistan, se sont fondus dans un premier temps au sein de la population qui ethniquement leur est la plus proche, à savoir les Pashtuns dans le sud du pays, et ensuite se sont répandus un petit peu comme des métastases, un petit peu dans l'ensemble du pays, sans provoquer de réaction officielle du gouvernement qui laissait faire les choses, et le gouvernement donc sans légitimité, et par le peuple qui se disait, après tout, de toute façon, pouvoir illégitime de corrompus américains qui nous occupent, occidentaux qui se moquent de nous, et talibans qui veulent nous imposer la charia, on s'en fout, Inch'Allah, c'est Dieu qui décidera au fond. Donc tout ça, ça s'est passé parce qu'il y avait une dichotomie entre la volonté américaine d'imposer une démocratie et la réalité sur le terrain qui était de favoriser la corruption, les trafics, l'enrichissement d'une caste de corrompus et la négation du problème taliban. Voilà comme c'est arrivé. En réalité, il faut se souvenir qu'à la grande époque, Massoud n'a jamais demandé une intervention militaire à ses côtés. Il a demandé un soutien diplomatique et un soutien en matériel, c'est-à-dire en munitions, en armes antiaériennes, éventuellement en hélicoptères, soutien qu'il n'a jamais eu pratiquement.
Donc il s'est battu à armes totalement inégales et en dépit de ça, ces moudjahidines ont gagné sur le terrain. Mais c'est des moudjahidines qui ont été, entre guillemets, renvoyés dans leur famille par les Américains dès que les Américains se sont installés en Afghanistan. Donc ça aussi, ça facilitait l'arrivée des talibans. Les quelques 200 000 moudjahidines de Massoud commandés par Daoud ont été renvoyés dans leurs provinces respectives, désarmés par l'armée américaine et totalement coupés de la réalité militaire du pays. Et pour remplacer ces moudjahidines qui n'étaient pas sûrs pour les Américains ont inventé le concept d'armée nationale. Donc, ils ont proposé au gouvernement afghan de collaboration avec eux, du président Karzai puis du président Ashraf Ghani, de constituer une formidable armée nationale de 300 000 hommes, entraînés essentiellement par les Américains et par les Français, et qui serait l'arme absolue contre les talibans. Sauf que cette armée n'a attiré que soit des partisans talibans, soit des talibans eux-mêmes, soit des traînes savates qui étaient attirées par les $1000 mensuels de salaire. Il faut savoir que la solde de $1000 par mois, ça représente 10 années de ressources moyennes pour une famille afghane. Voilà, donc en un mois, ils gagnaient autant qu'en 10 ans pour une famille. Donc ils sont tous venus, donc une bonne partie, on peut dire qu'un tiers, c'était des talibans qui en ont profité pour subir un nouvel entraînement et pour se faire armer par les Américains et par les Français. Un tiers, c'était les traînes savates qui étaient des bons à rien, mais qui sont venus, peu importe qu'ils soient bons à rien, ils venaient pour toucher leur solde. Et un tiers, ce sont de vrais patriotes, anciens moudjahidines ou fils de moudjahidines de Massoud, qui sont venus pour subir cette formation et se faire armer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les talibans sont arrivés, sont ressurgis? C'est que l'armée n'a pas combattu nulle part. L'armée afghane nationale n'a pas combattu. Il n'y a pas une cartouche de Kalachnikov ou de M16 ou de FAMAS qui a été tirée par l'armée nationale afghane. Donc, ils sont entrés dans le pays, un terrain conquis. Complètement, d'autant plus conquis qu'il était sans défense. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Alors ensuite, il y a au moins 30% des effectifs de cette armée qui ont déserté, qui ont rejoint directement les rangs des miliciens talibans. Ça représente à peu près 70 000 hommes, 75 000 hommes qui ont rejoint les rangs des talibans avec armes, bagages, hélicoptères, etc. Il y a une partie qui ont abandonné leurs armes sur place et qui se sont enfuis. Ça doit représenter à peu près 30 000 hommes. Et puis tout le reste a rejoint le fils du commandant Massoud dans le Panchir et ils ont renforcé considérablement les capacités de défense de Ahmad qui jusqu'à là ne pouvait compter que sur d'anciens moudjahidines de son père, mais très peu armés, puisqu'il avait fallu rendre les armes pour l'essentiel aux forces américaines, et puis qui avait pris de l'âge, parce que les gens, 20 ans après, il était difficile. La plupart des combattants à cette époque-là avaient entre 30 et 40 ans, donc aujourd'hui, entre 50 et 60, ça commençait à faire vieux et pesant pour aller combattre en première ligne face aux talibans. Vous venez de publier un livre dans lequel s'exprime le fils du commandant Massoud. Est-il en mesure de mobiliser la résistance moudjahidine comme l'avait fait son père? J'ai connu Ahmad, il avait 12 ans, c'était lors des premières cérémonies en hommage à son père dans le stade de Kaboul, tristement célèbre pour avoir accueilli des dizaines de lapidations de femmes infidèles par les talibans. C'était les grands spectacles offerts à la population et des filles par cette application stricte de la charia. Donc il y avait 35 000 moudjahidines, il y avait à peu près 1 millier d'invités et il y avait une cinquantaine de personnalités qui avaient été proches de Massoud et qui pouvaient venir saluer le fils du commandant dans la tribune d'honneur. Donc je me rappelle avoir traversé la pelouse du stade et d'avoir monté les escaliers pour arriver jusqu'à cette tribune d'honneur. Il y avait ce gamin là de 12 ans que je ne connaissais pas encore. Je l'ai rencontré là pour la première fois. Et il y avait une interprète qui traduisait nos différentes
condoléances à ce gamin qui était entouré d'anciens gardes du corps de son père. Et je me rappelle avoir pleuré ce jour-là. J'ai bégayé un hommage. Il m'a pris la main très fort. Il avait 12 ans. Il m'a pris la main très fort et il m'a dit qu'il ne fallait pas pleurer. Et je lui ai dit, mais pourquoi je ne pleurais pas? Et il m'a dit, parce qu'il nous regarde. Et il a fait un geste vers les Moudjahidines qui garnissaient la totalité du stade et de la pelouse. Voilà comment j'ai connu ce gamin de 12 ans qui me dit qu'il ne faut pas pleurer parce que les Moudjahidines nous regardent et qu'il faut rester fidèle à l'esprit de son père et ne pas montrer de faiblesse. Voilà comme je l'ai connu. Je l'ai retrouvé des années plus tard à Londres, euh, étudiant dans une université de très haut niveau, qui a formé d'ailleurs l'essentiel de la famille royale britannique. Donc, il a eu un enseignement classique de très haut niveau. Il paraît qu'il était un étudiant très brillant. Il s'est diplômé donc à Londres. Il faisait des allers-retours avec en Afghanistan, mais assez rares parce que évidemment sa vie était menacée. Et puis il y a 2 ans, il a décidé il avait 30 ans. Donc il y a 2 ans, il a décidé de rentrer définitivement en Afghanistan et d'essayer d'être utile à son pays. Il s'est rendu compte assez rapidement que euh, le souvenir de son père n'était pas du tout évanoui dans l'esprit des Afghans, que son père était devenu un héros national, non seulement pour l'ethnie tadjik, mais pour l'ensemble des ethnies afghanes, et qu'il y avait peut-être la possibilité de proposer une alternative politique, non pas militaire à l'époque, mais politique, face au pouvoir corrompu d'un gouvernement illégitime, et de créer pour cela une nouvelle alliance nationale. La fameuse alliance du Nord que son père avait créée à l'époque, du Nord dans le sens géographique, pas dans le sens ethnique, puisque dans cette alliance, il y avait des membres des principales ethnies afghanes, qu'il s'agisse des Ouzbeks, des Tadjiks, des Turkmènes, des Pashtuns et des Hazaras. Donc, petit à petit, il a pris contact avec l'ensemble du pays, il a tourné partout dans le pays, des sauts de puce effectués en hélicoptère ou en 4x4 épuisants. Et en l'espace de 6 mois, il avait parcouru la totalité du pays. Il est revenu convaincu qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas laisser le pays disparaître comme ça face à une menace qui se faisait de plus en plus précise, d'une déliquescence du pouvoir et d'un retour probable des talibans. Donc il avait déjà conscience là-dedans, il avait déjà la confiance de la majorité de la population et il a lancé cette nouvelle alliance nationale autour des messages de son père. Il a dit, je ne suis que le dépositaire du message de paix et de démocratie de mon père, mais si pour défendre la paix, il faut faire la guerre, nous ferons la guerre pour pouvoir obtenir la paix. Et c'est comme ça qu'il a reconstitué un petit peu les, les différents commandements de Moudjahidine dans les différentes régions de l'Afghanistan. Et petit à petit, son pouvoir a grandi, son pouvoir d'attraction sur la population afghane a grandi, et petit à petit, il est devenu, sans trop s'en rendre compte finalement, le nouvel homme providentiel. Je sais qu'en France, on n'aime pas cette notion d'homme providentiel, mais dans le monde arabo-musulman, et c'est le cas en Afghanistan, l'homme providentiel, ça signifie quelque chose. Donc, il est devenu, sans trop s'en rendre compte, l'homme providentiel. Et aujourd'hui, il est le seul à proposer une alternative politique et une capacité de résistance crédible face à la mainmise des talibans. Et son message est clair. Il veut, comme le voulait son père, créer en Afghanistan une confédération à la Suisse qui permette à chaque ethnie d'avoir son autonomie dans le contexte global d'un Afghanistan uni et en paix. Quel rôle doit jouer la France dans la recherche de la paix en Afghanistan ? Qu'est-ce que demande Ahmad déjà à la France? Parce qu'il faut quand même savoir que son message d'appel à la résistance, il l'a passé en premier à la France, ensuite au monde, mais en premier à la France. Et nous sommes 2 à l'avoir reçu, BHL et moi. On l'a publié chacun
à notre manière. Moi, je l'ai publié sur ma page Facebook et je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. BHL l'a sorti dans sa revue littéraire. Là, je viens de l'intégrer aussi dans l'épilogue de mon livre de Massoud à Massoud. Ce message-là donc a été en premier adressé aux amis français et aux politiques français. Ensuite, au reste du monde, mais en premier à la France. Pourquoi? Parce que Massoud lui-même, le commandant Massoud, était un francophone et un francophile. Il avait fait ses études au lycée français de Kaboul, le fameux lycée Estéclal. Il est toujours resté fasciné par la littérature française, par la poésie française, et donc pour lui, la France était une espèce d'idéal à la fois démocratique et intellectuel et culturel. Et ce n'est pas pour rien si son souci, c'était toujours de se tourner vers la France. La France n'a pas toujours répondu à ses attentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On se souvient du refus du président Chirac et de son premier ministre de cohabitation à l'époque, le socialiste Lionel Jospin. Et son fils a envoyé son message donc en premier à la France. Il demande à la France un soutien non pas militaire, mais un soutien économique et un soutien géopolitique, stratégique dans le cadre des Nations Unies. Ça, c'est vraiment très important pour lui. Sentir qu'il a un soutien politique, un soutien diplomatique de la France, ça, ce serait très important pour lui. Si en plus on peut l'aider en lui expédiant des armes, en lui expédiant des munitions et peut-être aussi de l'argent pour pouvoir continuer sa résistance. Voilà, c'est tout ce qu'il demande à la France. Il ne comprend pas d'ailleurs que la France se soit fourvoyée aux côtés des Américains dans l'envoi de troupes sur le terrain. Pour lui, c'était totalement inutile. Les Moudjahidines de Massoud, commandés par Daoud, avaient fait le ménage. Ils auraient pu continuer à faire le ménage sans problème. Il n'était pas la peine d'envoyer des soldats français, britanniques, allemands, italiens et évidemment américains sur le terrain. C'est ce qu'il attend aujourd'hui de la France. Il attend un soutien politique, un soutien diplomatique et un soutien matériel. Il espère beaucoup en la France. Pour l'instant, on peut pas dire que la France ait réellement répondu à ses attentes. Mais bon, on espère toujours. En tout cas, lui espère beaucoup et il a, il a adressé ce message en priorité à la France pour bien montrer que de toute éternité, la famille Massoud est tournée vers le modèle diplomatique et démocratique français. Pensez-vous pouvoir repartir en Afghanistan ? Début août, j'avais prévu de me rendre aux environs de la fin du mois d'août en Afghanistan. C'était pas simple, mais j'avais obtenu mon visa, qui n'était pas un visa touristique, comme tu peux l'imaginer. Et donc, je devais me rendre là-bas avec le président de la Swiss University, qui est d'origine afghane, il faut le signaler. C'est le professeur Jawed Sangel, et c'est un Afghan de la génération du commandant Massoud, et qui était réfugié d'abord en France, puis en Suisse, qui a pris la nationalité suisse, mais qui a des diplômes, des doctorats français, et qui a pris la présidence de la Swiss University il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et on devait ensemble retourner en Afghanistan. Lui devait me montrer la filiale de son université suisse qu'il avait fondée à Kaboul et qui accueillait gratuitement 7000 étudiants. Et moi, je devais lui faire rencontrer le fils du commandant Massoud dans le Panchir. Et puis finalement, on a été obligé, tu penses bien, d'annuler notre déplacement, puisqu'entre-temps, les talibans sont entrés dans Kaboul et se sont emparés de l'essentiel du pays. Mais ce n'est que partie remise. Probablement, j'y retournerai d'ici la fin de l'année. Je pense, si les choses s'arrangent un petit peu, j'essaierai de faire mon voyage traditionnel depuis le Tadjikistan, c'est-à-dire un déplacement jusqu'à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, et ensuite un survol, un déplacement en hélicoptère du Tadjikistan vers le Panchir. Voilà, pour retrouver Ahmad. Voilà, j'espère.
j'espère. En tout cas, c'est ce que j'imagine pour les prochains mois.